Pour parler de ce 17e sommet de la francophonie, je me suis entretenue un peu plus tôt aujourd'hui avec Jean-Louis Roy, président-directeur général de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il fut, entre autres, secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique, qui est l'ancêtre de l'OIF. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Ce sommet se tient tous les 2 ans. C'est la plus haute instance politique décisionnelle de la francophonie. Histoire de nous apporter un peu de contexte, jusqu'à quel point c'est un événement important. Écoutez, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, dans le monde. Voilà des pays qui sont répartis sur tous les continents, qui ont choisi librement. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'intérêt économique immédiat, c'est pas l'Union européenne. Voilà des pays qui ont décidé, il y a 50 ans, la francophonie aura 50 ans dans 2 ans, de voir ce qu'ils pouvaient partager entre eux autour de 4 questions. La première question, c'est la langue et la culture. Quelle est aujourd'hui, en 2018, le sommet de cette semaine va certainement parler de ça. Quelle est la situation de la langue française? Et plus largement, comment évolue le monde au plan linguistique? Parce que le monde change énormément au plan linguistique. Si on s'était parlé, Esther, en 1990, avant 1990, on aurait dit que la langue russe avait un immense avenir en Europe. Et puis tout à coup, l'Union soviétique implose et la langue russe n'a plus d'enracinement dans la moitié de l'Europe. Si on s'était parlé il y a 20 ans, quelqu'un nous aurait dit qu'aux États-Unis, le bilinguisme se répandait et allait devenir peut-être officiel dans une majorité d'États, on aurait dit vous racontez n'importe quoi. Donc les gens vont parler de la langue. Ils vont parler de la façon de la soutenir, de la façon de l'enseigner davantage, de la faire connaître davantage. La langue, c'est pas une religion, la francophonie, c'est pas une religion, mais quand même, c'est le socle de cette communauté. Lorsque les pays se sont réunis au titre de la francophonie, c'était à l'origine sur une base linguistique. Ça s'est beaucoup développé depuis. Donc, je vais vite pour juste énumérer les 4 sujets. Premier sujet, langue et culture. Deuxième sujet, les questions de développement durable, les questions liées à l'environnement, important dans le monde entier. La francophonie n'a pas un agenda séparé de l'agenda du monde. La troisième question, évidemment, c'est l'éducation. Il y a une partie de la francophonie en Afrique qui devra absorber 150 millions d'enfants dans ses systèmes scolaires dans les 20 prochaines années, 25 prochaines années. C'est un défi immense. Puis enfin, la francophonie parle des valeurs démocratiques, de l'état de droit et des droits humains. Donc, c'est autour de ça que va s'articuler le programme de cette 17e édition du Sommet de la francophonie. Absolument. Bon. Un mot sur les États membres et observateurs. Évidemment, ils sont 84. Le Canada est membre de plein droit de l'OIF, tout comme le Québec et le Nouveau-Brunswick. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour les 3 États gouvernements, Canada, Québec et Nouveau-Brunswick, d'être à la table, de participer à ce sommet. Ben, écoutez, ça aurait été étonnant que le Canada soit là et que le Québec n'y soit pas. D'ailleurs, la présence du Québec, ou l'absence du Québec, qui est devenue la présence du Québec, a fait l'objet de longues négociations entre le fédéral et le gouvernement québécois. Et finalement, c'est sous M. Mulroney et Pierre-Marc Johnson, premier ministre du Québec, premier ministre du Canada, qu'une entente est intervenue qui a levé cet obstacle et qui a fait qu'on a pu convoquer les sommets francophones. Ouais. Le Nouveau-Brunswick, évidemment, le statut de province bilingue, de seule province officiellement bilingue, constitutionnellement bilingue, a donné un argument au Nouveau-Brunswick. La langue française a un vrai statut dans cette province. Bon, c'est d'autant plus important d'y participer, évidemment, parce que c'est un grand forum de coopération internationale, finalement, en ce qui a trait aux défis reliés à la francophonie. J'aimerais vous entendre, selon vous, quel est le plus grand ou quels sont les plus grands défis de la francophonie à l'aube de ce sommet, selon vous? Moi, je crois que le plus grand défi, c'est de réintéresser les États membres. Il y a beaucoup de forums maintenant où les chefs d'État se rencontrent. Il y a beaucoup de forums régionaux, de forums internationaux. Il y a des sommets sur l'environnement. À partir de Boutros-Boutros-Ghali,
en 1992 avec Rio, le sommet de Rio, il y a une multiplication des rencontres des chefs d'État et de gouvernement. Donc, d'amener les chefs d'État à s'intéresser à nouveau et à faire des propositions. C'est le président Diouf, un jour, président du Sénégal, qui a dit qu'il faut une télévision mondiale en langue française. Voilà comment TV5 est né. C'est le premier ministre du Maroc qui a dit que ça prend des jeux de la francophonie, il y a des jeux de la Méditerranée, du Commonwealth, de l'Europe, etc. Il n'y a pas de jeu de la francophonie. Il faut des jeux. Voilà. C'est le premier ministre du Québec, M. Bourassa, avec le président de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, qui a proposé la création de l'Institut de l'énergie. Les États doivent proposer. L'OIF, où est Mme Michaëlle Jean maintenant, a un pouvoir d'initiative, mais le programme de l'OIF est très, très largement dessiné par les propositions des gouvernements, les propositions des chefs d'État. Donc, réintéresser les pays, pour répondre à votre question, qui, ces dernières années, ont peut-être baissé un peu leur niveau d'intérêt. Je dirais, deuxièmement, la langue française elle-même en Afrique. La langue française en Afrique est soumise aujourd'hui à une compétition féroce de d'autres langues. Certainement la langue arabe, qui gagne beaucoup de terrain en Afrique. Je crois qu'on peut dire que la langue chinoise, qui avait peu d'assises sur le continent africain, est en train de se répandre, est enseignée dans les instituts Confucius que la Chine installe partout sur le continent africain. Évidemment, la langue anglaise aussi est une langue importante dans le monde et importante sur le continent africain. Et puis, il y a les langues nationales. Vous savez, il y a des langues nationales en Afrique qui sont parlées par 3 ou 4 fois plus de locuteurs que le coréen. Et le coréen est une langue nationale en Corée. C'est sûr que les Africains, dans leur bataille actuelle pour plus d'indépendance, plus de souveraineté, plus d'autonomie, vont vouloir redonner à certaines de leurs grandes langues, qui sont parlées par des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes, un statut en Afrique et un statut dans le monde. Et ils sont aidés à cet égard par Internet. Mais... Donc la question linguistique elle-même en elle-même, comment on fait pour maintenir solidement la langue française sur le continent africain? La réponse, c'est l'éducation, évidemment. Les enfants qui ne vont pas à l'école ne parlent pas et ne parleront jamais le français. Ouais. Parce que les gens ne parlent pas français à la maison. Et ils parlent les langues nationales à la maison. Maintenant, sur l'élection au poste de secrétaire général de l'OIF, il y a eu beaucoup d'attention qui a été portée, vous le savez, autour de Michaëlle Jean, qui sollicite un deuxième mandat à ce poste. Plusieurs observateurs estiment qu'elle n'a aucune chance que face à sa rivale rwandaise, qui a de son côté l'appui de la France. Est-ce que vous partagez cette opinion que Mme Jean n'a aucune chance à sa réélection? Écoutez, on doit être très, très prudent sur cette question. D'abord, l'appui de la France, c'est pas si déterminant que ça. Moi, j'ai été élu 2 fois contre la volonté de la France. Donc, la France ne domine pas la francophonie au point où elle pourrait décider qui est secrétaire général. Ça n'a pas de sens de penser ça. Parce qu'on a l'impression ici qu'on parle beaucoup de cette controverse autour de Mme Jean concernant ses dépenses somptuaires, mais finalement, on peut se demander si là-bas, une fois, on va plutôt parler de considérations géopolitiques pour l'élection à ce poste. Qu'est-ce que vous en pensez? On va parler de considérations géopolitiques. On va aussi examiner la façon dont elle a exécuté son mandat, ce qu'elle a fait notamment dans le domaine de la création des petites entreprises pour aider les jeunes Africains qui, par millions, sont en chômage, ce qu'elle a fait pour l'égalité homme-femme, qui est un dossier important dans le contexte de la francophonie, ce qu'elle a fait aussi pour l'éducation. Et à la vérité, le bilan de Mme Jean n'est pas un bilan négatif, c'est un bilan. Il y a un actif, il y a un passif, il y a 80 gouvernements qui vont évaluer ça. Là, c'est pour ça qu'ils se réunissent et qui vont tirer des conclusions. Mais ça va être c'est une partie de l'avenir du choix que les chefs d'État vont faire pour le prochain secrétaire général, l'évaluation de son mandat et les questions géopolitiques que vous avez évoquées. Oui. Il faudra voir évidemment le résultat de ce vote, mais si jamais Mme Jean perd son poste à la tête de l'OIF au profit de la candidate rwandaise, est-ce qu'il va y avoir un impact sur l'influence du Canada au sein de l'OIF? Écoutez, si j'étais la candidate rwandaise et que j'étais élue, je chercherais à me rapprocher du Canada. C'est certain.
Elle a besoin, peu importe qui est là, que ce soit Mme Jean qui soit reconduite ou la ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui soit élue, on ne peut pas faire semblant que le Canada, dans cet ensemble-là, n'existe pas et ne compte pas. Voilà, je crois que Mme Jean, évidemment, maintiendra ses liens avec le pays si elle est réélue. Et la Rwandaise voudra se rapprocher du Canada. Est-ce qu'elle réussira? Est-ce qu'elle proposera au Canada des alternatives intéressantes, des postes, etc.? Il est trop tôt pour savoir tout ça. De l'autre côté, non plus, la candidature du Rwanda à la tête de l'OIF ne fait pas l'unanimité. C'est un pays qui exerce la répression. C'est un pays où on ne parle pas beaucoup français. Est-ce que ça pourrait jouer dans la balance en faveur de Mme Jean? Oui, il y a certainement des francophones dans le monde qui ont des réserves. On a vu dans le journal Le Monde 4 anciens ministres de la coopération française, dont des grands noms, Debré et les autres, 4 anciens ministres, dénoncer le choix qu'avait fait le président Macron, disant que ça n'a pas de sens, et pour les 2 motifs que vous venez d'évoquer. Donc, cet élément-là est dans le débat, il est publiquement dans le débat. Est-ce que le sommet risque d'être monopolisé par cette élection? Oh, vous savez, quand il y a élection dans un sommet comme ça prend beaucoup de place. À moins qu'il arrive un événement extraordinaire dans un pays. Je me rappelle au sommet de Québec en 87, on était tous en sommet, c'était plutôt calme, et M. Mulroney présidait, M. Bourassa prenait la présidence en l'absence du premier ministre du Canada. Tout ça allait très bien, et tout à coup, on apprend qu'il y a un coup d'État au Burundi. Alors, ça a changé d'un coup toute la dynamique. Est-ce que le coup d'État va se répandre dans les pays voisins, blablabla. Alors, il peut arriver un événement totalement inattendu qui change la donne. Mais c'est sûr que le choix du premier responsable de la francophonie pour les 4 prochaines années est important. Ce n'est pas simplement le choix d'une personne. C'est le choix aussi dans les options qu'on a évoquées tantôt, dans les domaines qu'on a évoqués tantôt, c'est le choix de priorité aussi. C'est sûr que pour le Canada, la question de l'égalité, de l'équité homme-femme qu'il a portée au cœur de sa politique étrangère depuis l'élection du gouvernement Trudeau, est devenu un thème majeur pour le Canada au Commonwealth et dans la francophonie. Il y a je ne suis pas sûr que pour un autre pays, cette question-là aurait cette importance. Ouais. C'est sûr que pour les pays africains, la question de l'éducation est absolument primordiale. Quel est le candidat qui a des choses à dire sur ça, qui est prêt à se battre, à aller chercher des ressources additionnelles à la Banque africaine de développement, à la Banque mondiale, au FMI, à l'Union européenne, etc. Il y a aussi ces débats de contenu et de ressources qui vont compter. Est-ce que la controverse qui entoure Michaël Jean entache la réputation de l'OIF ou encore entache la réputation du Canada au sein de l'OIF? Je ne crois pas. Vous savez, on parle de quelques textes de presse sur un certain nombre d'activités assez limitées. Je crois que ça n'a eu aucun écho ailleurs que chez nous. Vraiment très, très peu, sauf dans les milieux là, qui suivent ça d'une façon extraordinairement attentive. Ça n'a pas eu un impact politique, en tout cas, très, très important. Je pense que ce qui est le plus important, c'est comment les gens apprécient le mandat, comment les gens apprécient la relation qu'elle a su créer ou ne pas créer avec les gouvernements. Est-ce qu'elle a livré une certaine marchandise, oui ou non? Ça va si on parle de Mme Jean, là, ça va certainement compter énormément. Oui, peser dans la balance. Est-ce que vous croyez, Jean-Louis Roy, que l'OIF serait mieux servi si le mandat du secrétaire général se limitait à un seul terme? Oh là là! Bon, écoutez, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais aux Nations Unies, il y a 2 termes. Au Commonwealth, il y a 2 termes. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas nécessairement. Et je ne crois pas que ce soit un débat non plus en ce moment. Oui. Est-ce que les États membres devraient exiger plus de transparence des dirigeants de l'OIF, vous croyez? Écoutez, l'OIF a une structure de vérification interne extrêmement rigoureuse, interne. Ensuite, la Cour des comptes, ou le vérificateur général du Canada, repasse par-dessus et émet publie un rapport qui est rendu public à tous les ans sur la gestion de l'OIF. Alors, il y a 2 contrôles
très serrée, d'abord à l'interne. Il n'y a pas une dépense qui ne passe pas sous la loupe du vérificateur interne. Ensuite, il y a le vérificateur externe. Quelquefois, c'est la Cour des comptes de Paris. Quelquefois, c'est le vérificateur général du Canada. Je crois qu'actuellement, c'est une Cour des comptes qui a une très forte réputation, qui est la Cour des comptes du Maroc. Ouais. Alors, si on veut savoir s'il y a transparence ou non, je demande aux gens qui parlent de cette question-là d'aller voir les rapports qui ont été publiés depuis 4 ans et ils verront s'ils ont raison de mettre en doute la transparence ou non. Oui, parce que c'est important ce que vous dites, compte tenu de la controverse qui entoure Mme Jean. En terminant, vous vous apprêtez, Jean-Louis Roy, à vous rendre en Arménie vous-même. Qu'est-ce que vous allez surveiller lors de ce sommet? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez vous dire « mission accomplie »? Qu'est-ce que ça va prendre pour vous pour que ça se solde par une réussite? C'est de vérifier si les Africains, qui comptent énormément en nombre de locuteurs de la langue française dans le monde, maintiennent un lien très solide avec la francophonie, ou s'ils sont là par espèce de tradition, disons. Est-ce que ce rassemblement leur sert encore d'une façon réelle leurs intérêts? Parce qu'ils ont des défis énormes. La population va doubler dans les 25 prochaines années en Afrique. On va avoir un continent qui aura 2,5 milliards de personnes. Une personne humaine sur 4 dans le monde va être africaine. Extraordinaire proportion de jeunes, de très jeunes. Et comme j'ai dit tantôt, les systèmes scolaires notamment vont devoir absorber des dizaines et des dizaines de millions de jeunes. Les Africains ont des défis énormes. La nouvelle génération des leaders africains le savent. Les villes, toutes les fois qu'on regarde une ville en Afrique, elle va doubler de population. Donc, les anciennes alliances pas trop productives ou moyennement productives, est-ce qu'ils ont encore intérêt, un véritable intérêt, ou s'ils ne doivent pas se tourner davantage, comme ils le font d'ailleurs de plus en plus, vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Indonésie, vers les endroits du monde où il y a des ressources, où il y a une volonté de collaboration qui n'est pas entachée par la lourdeur de l'histoire. Alors, Jean-Louis Roy, merci beaucoup pour vos lumières et on vous souhaite un excellent sommet de la francophonie. Merci. Merci, pour plaisir.